il s'agit de militants africains, la justice est bien rapide, comme une Lamborghini, comme dans le Grand Turismo 4. Vous êtes en direct au tribunal en soutien à Ouazou, le grand panafricaniste. Vous êtes en direct, connectez-vous massivement. C'est une honte pour la France. Et on nous dit la dernière minute que non, le procès, il est à huis clos. Comment un procès qui est public peut se transformer comme par magie en procès à huis clos? C'est une honte pour votre peuple, c'est une honte. Le peuple français devrait se lever pour ce qui est en train de se passer. Il ne devrait pas continuer. C'est que les politiques sont en train de faire. Il ne devrait pas le faire. Le peuple français doit savoir de quelle manière les gouvernements gagnent leur argent. De quelle manière ils sont en train de payer les gens. Même les criminels ont plus de morts. Et vous n'avez rien à tout. La monnaie est une armée d'occupation sur notre territoire. C'est une honte. Voilà, la dictature rouge. Voilà, la dictature stalinienne. Qui revient à nouveau. La police du KGB qui a été déployée. Mais c'est pas grave. C'est pas eux qu'il faut s'attaquer. Ils ne sont pas intéressants. Ouazou va parler. C'est ceux qui les embauchent. Ils ne sont pas là pour exécuter les Écoutez-moi, Joseph. Écoutez-moi, Zoulou. Écoutez à tous. Je suis là parce que le juge président a décidé de suspendre pour 5 minutes les procès. L'audience pour 5 minutes. Pourquoi? Parce qu'il doit être assuré que dans toutes les parties du tribunal règne le calme. Sinon, selon lui, la conséquence, c'est qu'il renvoie dans une date ultérieure, probablement dans une année. Et pendant l'année en question, nous serons toujours sous contrôle judiciaire. C'est-à-dire qu'il serait toujours interdit d'aller dans le musée. S'il vous plaît, les frères, on écoute. Donc, en toute responsabilité, je comprends que je suis moi-même frustré parce que cette énergie que vous avez l'habitude toujours de me transmettre, et on a suffisamment besoin de ça à l'intérieur. J'aurais bien voulu qu'à chaque fois que je me retourne, vous voir avec moi. Mais les choses sont telles que si il maintient sa décision, il renvoie. Pendant une année, nous sommes sous contrôle judiciaire. Donc, vous savez comme nous fonctionnons, je n'ai pas l'habitude de donner des ordres parce que je ne suis pas habilité dans l'esprit qui nous anime tous dans le combat. Que chacun maintenant en juge par sa responsabilité ce qu'il faut faire. Unité, dignité, courage. Bravo les frères. On va écouter, on va être discipliné. On va transmettre notre force à Ouazou à l'intérieur. Il peut interdire public, mais il ne peut pas interdire à l'excuse. On se calme. Les frères, maintenant on se calme. Vous avez écouté Ouazou, on se calme s'il vous plaît. Il faut commencer à faire des choses. On se calme pour Ouazou et les frères et sœurs s'il vous plaît. On se calme, on se calme. Ça fait des siècles qu'on est tranquille. Ça fait des siècles qu'on se calme. Ça fait des siècles qu'on baisse le dos. Ça fait des siècles qu'on baisse le pantalon. Ça fait des siècles. Doucement, s'il vous plaît. Mais on le faire quand même. Doucement, t'inquiète, doucement. Ça c'est de la manipulation. Doucement, mon frère, doucement. Chérie. Doucement. C'est de la Plus manipulation. de machin. Doucement. Être discipliné, c'est très important. Calmons-nous. La discipline. Apprenons à être disciplinés. Oui. Moi, si c'est ce que je parle. Parle. Nous, quand on Laisse parle. Oui, parle. Il n'y a pas de problème. Parle. Calmons-nous. Là, nous sommes en direct au tribunal en soutien à Ouazou, le grand panafricaniste, le grand panafricain. Donc, nous sommes venus en soutien parce qu'il récupère les objets d'art africains
qui ont été dérobés par les colons. Voilà. Donc c'était son procès aujourd'hui. Nous avions été ici il y a 2 mois et ils ont renvoyé le procès au 30 septembre. Là, nous sommes au tribunal pour son procès. Et ça risque d'être renvoyé à une date ultérieure. Mais il est encore à l'intérieur du tribunal. Et comme vous voyez ici, on nous empêche de rentrer à l'intérieur du tribunal, dans l'enceinte du tribunal. Voilà, nous sommes juste devant la porte de la salle d'audience. Alors, monsieur Abdelaziz Moundé, le grand panafricaniste, nous sommes en direct sur la page de J.Remingono officiel. Alors, qu'est-ce que vous êtes venu faire au tribunal aujourd'hui? Oui, bon, c'est moi Zoulou, les frères et sœurs, le 13 juin on était là, ici même au tribunal, et tu étais là, ma chère générale Marcel, pour dire non à ce qui se passe, dire non à cette spoliation historique qui n'a jamais été résolue, dire non à cette façon toujours de nous humilier, dire non à cette façon arrogante qu'a eu la France de transformer la force en droit. On a transformé le pillage en code du patrimoine. On a transformé des masques, des trônes, on a transformé des objets qui étaient sacrés, précieux, des objets de pouvoir, en objets du patrimoine français. Felwine Sarr et Bénédicte Savoy, dans un rapport qui a été commandé par Emmanuel Macron, l'ont clairement précisé. Felwine Sarr a fait son travail, c'est vrai, mais maintenant il fallait qu'il y ait une mobilisation à la fois, et comme l'a dit la sœur tout à l'heure, que la population française se mobilise. On a vu dans ce pays les gilets jaunes se mobiliser pour charger leur frigo. Les gilets jaunes, comme d'autres Français, peuvent se mobiliser pour des questions qui concernent les relations iniques, les relations historiques, les relations cruelles qu'il y a eu entre la France et les pays africains. C'est 14 pays africains qui sont concernés, 15 qui sont concernés par cette histoire. Il y a 90 000 pièces du patrimoine africain en France. 90 000 pièces du patrimoine africain en France, ça signifie quoi? Ça signifie que le général Dodds, Faidherbe, le général Gallieni, les différents officiers français qui ont leur statut en France, qui sont les héros français, mais qui sont des bourreaux en Afrique, ça signifie que Dodds est allé prendre le sang, la sueur, le sucre, la substantifique moelle de notre patrimoine et l'a transformé en patrimoine de son pays, la France. Ce que moi, Zoulou, fait à l'intérieur avec les frères et les sœurs, c'est précisément cela. C'est pour ça que nous pensons que ce procès n'est rien sans une dimension politique et historique. Politique parce que l'Assemblée nationale française va examiner un projet de loi portant sur 2 pays, le Sénégal et le Bénin, alors qu'il s'agit de 15 pays. Je rappelais tout à l'heure que le premier stock, c'est le Tchad, avec pratiquement 7 900 pièces. Le deuxième, c'est le Cameroun. Il y a Madagascar, il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Mali, il y a le Sénégal et beaucoup d'autres pays africains. Ce qui a été un trône au Cameroun est devenu un objet d'art en France. Ce qui a été un objet sacré, rituel à Dahomey, est devenu un objet d'art en France. Ce qui a été un objet d'art, Stokwe, Pounou, Dogon, Mbaye, Dan et d'autres, est devenu un objet d'art en France. Ce n'était pas leur vocation, ce n'était pas leur fonction. Vous savez, la France se fait restituer son patrimoine. Les Italiens restituent à la France le patrimoine. Les Français restituent à d'autres pays, la Chine, la Corée, le patrimoine. Alors pourquoi quand il s'agit de l'Afrique, pourquoi quand il s'agit du monde noir, pourquoi quand il s'agit de pays de l'Afrique subsaharienne, ça pose autant de problèmes? Pourquoi il y a une telle levée de bouclier? Pourquoi le ministre de la Culture, Franck Riester, a été aussi odieux vis-à-vis des Africains? Pourquoi quand il s'agit de restituer à ce grand peuple juif son or, ses tableaux, etc. Pourquoi, quand il s'agit de cela, la France se presse? Pourquoi il y a une conscience en France pour ces questions et jamais pour l'Afrique subsaharienne? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ce racisme inavoué, ce déni de racisme n'est pas aussi à l'origine de cela? Est-ce que ce mépris pour l'Afrique subsaharienne n'est pas aussi en cause? Pourquoi on restitue à tout le monde? À des juifs qui ont été déportés à Auschwitz, à partir de Drancy, à Dachau. Pourquoi les juifs de France ont été intégralement restitués? Pourquoi la France a été payée par l'Allemagne
en réparation des crimes de guerre. La France, le dernier versement de l'Allemagne à la France, c'est en juillet 2010. En juillet 2010, la France a reçu de l'Allemagne les derniers versements de 14-18 et de 39-45. Comment la France accepte qu'on la paye, qu'on la règle, qu'on la rémunère, qu'on répare les crimes et jamais que les Africains, que les Noirs réclament l'once, le monceau, fassent la moindre réclamation sur ce que la France a pris. Ce que nous disons, ce n'est pas de la fausse centrisme, ce n'est pas des militants, comme on dit, qui sont illuminés, c'est de l'histoire documentée. Les Français par eux-mêmes ont documenté cette histoire. Les Français détiennent le premier musée en matière d'égyptologie dans le monde. C'est le musée du Louvre. Or, ces pièces ont fait l'objet de pillages, on le sait. Les premiers Italiens, Anglais, Français qui sont allés dans l'Égypte antique, au Soudan, ont fait du pillage. C'était sur des commandes de consuls, d'empereurs, de rois, qui sont en Europe bien identifiés. Les Français, le général Dodds, on nous dit aujourd'hui que le général Dodds a libéré des populations africaines. Jamais un Africain n'a appelé un Français en Afrique. Je ne connais pas un seul peuple africain qui a fait appel à Faidherbe, à Dodds, à Gallieni. Gallieni disait quelque chose. Il a écrit, il a théorisé, parce que c'est ça l'avantage avec les Français. Ils écrivent toujours leurs horreurs. Gallieni disait frapper à la tête. Gallieni, hein, dans sa politique des races, il disait frapper à la tête. Frapper à la tête. Frapper à la tête. Et je répète 1000 fois. Frapper à la tête. Et transformer les esprits à coups, Gallieni, n'est-ce pas, de mensonges. Transformer les esprits à coups de mensonges. C'est cela l'art d'une politique de pacification. Il s'agit de repérer les éléments coloniaux utilisables. Les éléments coloniaux utilisables et de les exploiter. Oui. On est encerclés. Pour que le procès ait lieu dans de bonnes conditions, il faut absolument qu'on s'en aille. C'est pour le bien de Mwazoulou. Et là, on va demander aux forces de sécurité de nous laisser sortir. Et pourquoi ça Là, on s'est calmé. Là, on s'est calmé. Regardez, nous travaillez avec la police, vous chargez de ça. Et donc, voilà, ça continue. Ça continue. Voilà, c'est cela. Le musulman, toujours en train de nous museler. L'Africain n'a pas le droit de dire son mot. Pourquoi? Nous avons le droit de dénoncer, nous avons le droit de récupérer ce qui nous appartient. Nous avons le droit de récupérer les biens qui nous appartiennent. Laisse-le. Attends. Laisse-le. Dans tous les cas, on va aller dehors, ça va changer quoi? C'est ça. Bah laisse-le parler. Voilà, on n'ira pas. Voilà. On n'est plus vos esclaves. On est venus soutenir, vous voulez nous dégager dehors. Là, au bout d'un moment, il faut se faire respecter quand même. Tout à l'heure, ils nous ont donné une consigne. Après, maintenant, il faut qu'ils n'allaient pas respecter. Voilà. Ils ne vont pas respecter. À partir du moment où on a calmé les frères. À partir du moment où Mwazoulou est sorti, pour dire qu'ils envisagent le report, c'est qu'ils ont déjà posé le truc avant de le dire à Mwazoulou depuis le machin. Bah ils ont l'intention de reporter déjà depuis longtemps. Ouais, c'est clair. Ils vont juger pourquoi? Quel est leur intérêt de juger là? Depuis quand ils nous respectent? Ils ne nous respectent pas et nous avons le droit de récupérer nos objets d'art. C'est depuis qu'ils ont promis ça, c'est leur pote fétiche. Donc je ne sais pas qu'est-ce qui va changer là. Encerclez-nous, tuez-nous, faites à vos habitudes. On n'a plus peur de mourir, hein. Genre là, j'ai tout perdu. J'ai plus rien, moi. J'ai plus de famille. J'ai plus de village. À cause de vous tous, là. Donc, allez, faites quelque chose. Faites ce que vous allez faire. Tuez, tapez les gens. Allez. Je vais parler un peu.
Désolé. Allez, attends. On va aller pourquoi? Parce qu'après ils vont dire que non, moi genou, maintenant mets-toi à genoux. Non, mais moi je peux pas. Nous sommes ici pour revendiquer quelque chose de clair, de précis, c'est la restitution à l'Afrique de son patrimoine spolié. La restitution à l'Afrique de son patrimoine volé, pillé par des généraux, par des militaires, par des officiers français. C'est le rapport Felwine-Sarr et Bénédicte Savoy remis au président Emmanuel Macron qui le dit. Donc allez, quand vous faites vos histoires religieuses, quand vous faites vos histoires, nous ne sommes pas là. Nous ne sommes pas là. Quand vous avez vos histoires que vous racontez, vos histoires légendaires, vos histoires fantasmagoriques, nous ne parlons pas de vos histoires. Donc laissez-nous parler de ce qui nous concerne, de ce qui nous préoccupe. C'est l'Afrique qui nous préoccupe, c'est l'histoire de l'Afrique qui nous préoccupe et nous parlerons, que vous le voulez ou non, de l'histoire de l'Afrique ici et maintenant. Notre histoire de l'Afrique n'est pas une histoire musulmane, chrétienne ou que sais-je encore, judaïste. Notre histoire de l'Afrique, c'est l'histoire de nos ancêtres. Et nos histoires de l'histoire de nos ancêtres, nous sommes venus la défendre. Libre à chacun d'avoir sa religion, libre à chacun d'être musulman, chrétien, jésuite, judaïste ou que sais-je encore, mais ici, nous parlons de l'histoire de notre continent africain. Je rappelle qu'avant 642, il n'y avait aucun arabe sur la terre d'Égypte antique. Avant 642, il n'y avait pas de mosquée sur le continent africain. Avant 642, il n'y avait pas de musulmans sur le continent africain. Et je rappelle qu'avant qu'il y ait les christianisations qu'on a connues, avant Théodose qui était un empereur romain, donc c'était l'édit de Théodose, c'était en 492, où on a interdit les cultes païens, les religions africaines. Eh bien, il n'y avait pas beaucoup de chrétiens en Afrique, sinon en Éthiopie. Donc arrêtez-nous vos histoires, faites vos histoires et soyez libres de faire vos croyances, vos prières, etc. Ici, nous sommes venus défendre un patrimoine, c'est le nôtre, et ça fait des années et des années que nous nous battons pour ça. Si vous ne voulez pas venir sur un direct d'Abdelaziz Mounedimam, vous rentrez chez vous, vous éteignez ce téléphone ou bien vous faites autre chose. Ici, nous sommes là pour le patrimoine de l'Afrique. Nous sommes là pour la spoliation qui a été faite par les généraux français au Cameroun, par les Lacherois, par les Lambertons, qui sont venus dans mon pays, qui sont venus sur ma terre à Fumbane, chasser le roi des Bamoun en 1924, en septembre 1924, et emporter son trône. Nous sommes là pour ça. Nous sommes venus pour le général Dodds, qui raconte des machins stupides dans la revue de défense française en disant qu'il allait libérer des populations en Afrique. Aucune population en Afrique n'a jamais appelé la France au secours. Aucune. Ça n'a jamais existé dans l'histoire. Ce sont des histoires reconstituées a posteriori et nous sommes venus là pour le dire. Si le général Dodds est venu prendre les objets au palais du roi d'Abomey, il doit les restituer intégralement au Bénin. La France a transformé la force en droit et a fait le droit de la force. Autrement dit, sur notre continent, on a un pays. Dans notre monde, on a un pays, la France, pays des droits de l'homme de 1789, qui est devenu un pays qui a récupéré les biens de vol et qui a recelé à travers le Quai Branly 90 000 pièces de patrimoine africain qui appartiennent désormais à l'État français. C'est une honte, c'est une stupidité même, je veux dire, parce que quand tu as volé, tu ne peux pas récupérer les objets et dire que ça t'appartient à ton patrimoine. Donc je le dis à les frères, la liberté est notre matrice. Nous sommes un continent où on n'a pas appris la liberté à travers le Bill of Rights de 1688, à travers les Anglais, mais la charte du Mandé en 1255 était déjà une charte clairement sur les droits de l'homme sur notre continent africain. La liberté, on ne l'a pas apprise avec l'arrivée des Français de Mison, de Metz au Cameroun, à Garoua en 1890. La liberté et les droits de l'homme, on ne l'a pas appris avec les Français au Cameroun. Nous sommes des peuples fiers, nous sommes des peuples hauts, nous sommes des peuples avec notre crinière, nous sommes des peuples altiers et nous sommes venus soutenir ceux d'entre nous qui ont le courage. Ce n'est pas vous avec vos think tanks, avec vos diplômes que vous passez en France et que vous vous alignez, avec votre mentalité de nègre de maison, le syndrome de Stockholm, laissez ceux qui agissent directement agir. Et nous sommes là pour les soutenir ici au tribunal de Paris. Et donc si vous ne voulez pas suivre ces directs, allez chez vous, restez chez vous, éteignez et passez à autre chose. Il y a plusieurs chaînes, il y a 500 chaînes sur le câble, il y a plusieurs personnes sur les directs, il y a des Camerounais qui racontent toutes sortes d'histoires, allez les regarder, ou des Maliennes ou des Sénégalaises, allez dans des discussions des Ivoiriens sur les Chinois d'Arafat ou de Fali Poupa, mais ne venez pas sur ces directs. Ici, nous parlons du patrimoine spolié, du vol qui a été opéré par l'État français sur notre continent, l'Afrique. C'est de ça que nous parlons ici. Et nous sommes venus soutenir les frères, soutenir ceux qui agissent directement, ceux qui ne sont pas là dans les théories scientifico, analytico, géopolitico, je ne sais pas trop quoi, mais qui posent les actions, qui
pose des actes pour la dignité du continent africain. C'est ce que j'ai tenu à vous dire. Merci. Bravo. Bravo. Socialement parlant. C'est pour ça qu'on nous marche dessus. D'accord? C'est pour ça qu'on nous marche dessus. Je suis tous les jours sur le terrain. Je vois comment ça se passe. Alors restons maintenant disciplinés. Merci. De toute façon, nous ne sommes pas des êtres humains, donc c'est ça. on aura toujours tort. Hein. Il est l'heure au noir, des kémiques seront toujours enfin. Il est l'heure pour nous. Sinon, c'est la mort. Oui. Pour sortir, il faut que notre équipe continue. Pour faire quoi? Pour leur mettre des amendes, les envoyer des amendes. Peut-être pour les emmener au commissariat, c'est ça, monsieur? Non, non, non. Mais oui, mais juste pour expliquer pourquoi. Et il y en a qui n'ont pas de carte d'identité, donc simplement vous regardez. Parce que les gens oubliés à la maison, directement personnellement, je peux avec. Ok. Pas de soucis. Je ne sais pas combien de temps va durer l'audience. Je ne sais pas quelle sera la en parler. Ça va se passer comme ça, il n'y a pas de souci. J'ai une parole, vous avez une parole. Parlons entre pas. En dehors de l'uniforme. Bon, je peux t'interrompre. S'il vous plaît, pour les personnes qui souhaitent sortir, si vous ne voulez pas rester là, la sortie c'est par là. Les policiers pourront vous indiquer la route. Mais je conseille, pour la sécurité de tout le monde, nous restons là, groupés, dans la discipline, et nous ressortirons tous ensemble, dans l'unité. Celui ou celle qui sort, et qu'après il y a un problème, il ne faudra pas dire que les autres ne sont pas là pour vous. L'unité et la discipline. Merci. C'est important, merci. Merci beaucoup. Dans tous les cas, aujourd'hui, c'est le moment de voir qui est barbare. Quand dans une société, on est capable de faire un certain nombre. Vous avez là le valeureux combattant Nino de Nino. Voilà, monsieur Nino. Ouais. Qu'est-ce que vous êtes venu faire au tribunal ce matin? Ouais, comme je le dis, le panafricanisme... Vous êtes en direct sur la page des Jupes pour Nino. Ah, d'accord, ok. Bon, je suis là, comme vous le savez, le panafricanisme c'est une doctrine. Et le b.a.-ba de cette doctrine, c'est lorsqu'un combattant est en difficulté, tout le monde doit être derrière lui pour le soutenir. Ça, c'est la chose la plus fondamentale qu'il faudrait comprendre dans cette lutte-là. Parce que ce qui arrive à ces combattants pouvait aussi nous arriver. Raison pour laquelle on doit être soudés et solidaires dans tout ce que nous faisons. Je pense que la présence de nous, je pense que la présence de nos actes, de tous les activités, de tous les combattants est une nécessité, une obligation même, j'allais dire. C'est pourquoi on est là. Il faut rendre... Je parle de l'État français, de ce régime totalitaire, esclavagiste et négrier terroriste de Macron qui s'entête
à garder ces objets parce que ça rapporte tellement des milliards à la France, étant donné que la France ne produit rien, à part le camembert président, il faut bien aller compléter l'argent quelque part pour pouvoir faire tourner le pays. Mais à un moment, si la politique française, impérialiste française, dit aux Africains que les Africains ne sont pas rentrés dans l'histoire, que l'Afrique ne possède pas de civilisation, pourquoi gardez-vous ces objets dans vos musées? Mettez les objets de vos rois gaulois, les chaussures, les habits, les vêtements de vos rois gaulois. Bien évidemment, ça n'existe pas. Ils ne peuvent pas les mettre dans les musées. Mais c'est toujours mieux, ça rapporte toujours plus, de garder ce qui appartient à l'Afrique dans leur musée. Donc, à un moment, nous disons que cette situation, c'est l'État et la justice coloniale qui est responsable de ce qui se passe aujourd'hui. Nous sommes venus dans le calme. J'étais là depuis le début pour soutenir nos camarades qui se font juger. Parce que nous sommes dans l'unité. Nous aussi, nous savons le faire. Pourquoi interdire au public de rentrer et choisir que les 5 prévenus qui se font juger aujourd'hui? Encore une fois, moi je dis, ça n'engage que notre mouvement, c'est de la discrimination pure et dure. C'est de la discrimination. Parce que c'est un procès public. Il faut laisser les gens assister au procès dans le calme. Et nous disons à l'État français, si l'État français continue de s'entêter pour ne pas rendre ces objets aux pays africains, alors ça, nous allons augmenter nos champs d'action et chacun assumera les conséquences. Bien évidemment, ce ne sont pas des menaces, mais une promesse que nous faisons à l'État français, à Macron, qui, pour se faire élire, avoir le vote des afro-descendants et africains, n'a pas hésité à déclarer que la France était prête à rendre ces objets aux pays africains. Alors nous disons à Macron, la promesse que Macron avait tenue pour se faire élire, Macron n'a qu'à tenir sa promesse et rendre ces objets aux pays africains. Moi, je suis descendant du royaume d'Abomey, de Béhanzin. Aujourd'hui, la totalité des objets appartenant au roi Béhanzin se trouve dans les musées du Quai Branly. Le trône, tout, la pipe de Béhanzin se trouve à Marseille. Est-ce que cela, c'est normal? Est-ce que c'est normal? Ils ont déporté le roi Béhanzin en Martinique. Il est mort en Algérie. Aujourd'hui, même rendre ces objets qui l'appartenaient, la France ne veut pas les rendre. Pourtant, c'est les mêmes qui disent que Béhanzin était un esclavagiste. Vous gardez les objets de quelqu'un qui était esclavagiste dans vos musées? Vous déportez quelqu'un qui était esclavagiste alors qu'il luttait contre votre politique colonialiste, esclavagiste? C'est ça, c'est pour ça que nous sommes là. Ici, il y a des chefs d'entreprise, il y a des gens qui travaillent. Ce ne sont pas des délinquants. Soyons très clairs là-dessus. Mais à un moment, la justice doit être équitable pour tout le monde. Nous ne commandons pas l'amour de quiconque. Nous ne commandons pas, nous ne disons pas la justice, s'il vous plaît, aimez-nous. Mais nous disons que vous devez nous respecter. Et si le respect, ils ne veulent pas le faire, alors nous avons la capacité de nous défendre par les moyens mis à disposition de chaque citoyen résident et vivant dans ce pays. Et c'est ce que nous sommes en train de faire en venant soutenir nos camarades ici qui se font juger. Merci beaucoup. Merci. Donc c'était le grand panafricaniste de la MDA qui était en direct sur la page de J.Mengono Mengono officiel. Voilà. On a demandé la discipline parce que vous savez, comme vous savez, les Africains ont le sang chaud. Nous avons le sang chaud. Nous nous surchauffons tout le temps. Donc voilà, il était question de calmer les esprits. À chacun de suivre un tout petit peu toutes les péripéties qui ont présidé à ce procès. Il nous est impossible d'être à l'intérieur. Heureusement, ma grande chère est à l'intérieur. Elle est à l'intérieur, elle va suivre ça pour nous. Nous sommes à l'extérieur. Nous allons attendre l'issue des débats. Comme je l'ai rappelé, nous sommes fiers de cette mobilisation et surtout de ce collectif d'avocats que nous avons mobilisé, qui est conduit par Maître Calvin Diop, qui est à l'intérieur, qui fait ce travail-là. Nous sommes fiers en voyant Mwazoulou ce matin avec vraiment son port altier et puis les frères et sœurs également
qui était avec lui ce 12 juin au Quai Branly. Nous sommes assez fiers, galvanisés, motivés par cela. Et surtout cet esprit de conscience historique, conscience africaine qui est en train de naître et qui est en train aussi, certains de se considérer, mais qui est en train de jaillir. On voit de très très jeunes afro-descendants ici. Des enfants qui sont nés dans ce pays, qui ont grandi dans ce pays, qui ont été nourris au lait de l'histoire telle qu'on la raconte, mais aussi des enfants qui ont commencé à prendre conscience. Et d'ailleurs, ceux qui ont accompagné Mwazoulou, ce sont des enfants afro-descendants des Antilles, du Congo, du Mali, du Sénégal, donc des enfants qui sont nés en France dans le 19e, dans le 15e, en Nanterre, à Saint-Ouen, à Roubaix, et qui ont choisi, décidé effectivement de se prendre en main, d'avoir cette conscience historique dont j'ai évoqué tous les éléments de théorisation par Cheikh Anta Diop en 1948, par Issa Kassemi en 1906, et subséquemment par tous ceux qui ont fait le travail panafricain et panafricaniste. Donc nous allons revenir tout à l'heure en direct pour la suite, notamment l'évolution des débats à l'intérieur. Sans remuer un avignon que la paix se fait. Voilà, monsieur Eric Ouachou de Canal 2. Qu'est-ce que vous êtes venu faire de Canal 2 International? Vous êtes en direct sur la page de J.Rémi-Nord. Qu'est-ce que vous êtes venu faire au tribunal ce matin? Écoutez, Canal 2 International, comme le dit son slogan, la télévision toujours plus près de vous, ne pouvait qu'être ici parce que c'est un procès historique, un procès qui concerne le continent africain, et Canal 2 étant représenté en Europe et en France en particulier, et ne pouvait qu'être ici pour suivre ce procès afin de rendre compte à nos téléspectateurs, à nos multiples téléspectateurs africains dans le monde. En tant que personne, je suis très fier d'être ici, de vivre ce procès historique, parce qu'il s'agit d'un pan de l'histoire du peuple africain. En tant que citoyen africain, c'est un moment de peine, j'allais dire, parce qu'il s'agit quand même de nos œuvres, et un moment de joie de vivre ça. Et j'attends ardemment la décision du tribunal, et en tant que journaliste représentant de la télévision toujours plus près de vous, nous allons rendre compte à ces milliers d'Africains qui n'ont pas pu faire le déplacement, qui sur le continent ou bien ici en Afrique, qui pour des raisons indépendantes de leur volonté vont être ici ce matin. C'est important de le dire, je suis flatté de voir tous ces jeunes Africains ici au tribunal. Ça veut dire que le sujet il est très important, et la télévision toujours auprès de vous est toujours au cœur de ces événements. Merci, monsieur Eric Ouachou. Vous voyez, vous faites la fierté de l'Afrique. Donc c'est l'Afrique qui gagne. Merci. C'est très étonnant. Je me dis que c'est ban. En fait, comme il y a quelques jours, j'ai reçu un appel, c'est pour ça. Ah, d'accord. On va continuer là où nous étions interrompus avec le téléphone. Donc voilà. Monsieur Nino revient à vous parce qu'il a été interrompu par un coup de fil. Il n'avait pas achevé son propos. Voilà. Moi, je disais que notre présence ici était une obligation, voire même une nécessité, parce que c'est un combattant qui est accusé d'avoir pris quelque chose c'est un combattant qui a été accusé d'avoir pris quelque chose qui l'appartient. La raison pour laquelle on est tous là pour le soutenir. Et comme je le disais, la base du panafricanisme, vraiment c'est quand un combattant est en difficulté que tout le monde se groupe derrière lui afin de lui apporter soutien et encouragement. Je pense qu'il faudra qu'on ait tous cette doctrine si on veut vraiment réussir ce combat-là. Et comme vous l'avez remarqué, la plupart des activistes sont là pour soutenir Mwazoulou et son équipe. Et je pense que c'est un bon acte. C'est dans cette initiative qu'il faudra continuer, au lieu de passer toute notre existence à se dénigrer entre nous, à s'insulter, à se dénigrer. L'Afrique n'a pas besoin de faire. Les défis qui attendent l'Afrique sont extrêmement élevés, au point qu'on doit faire une fusion des efforts, non une absorption des efforts, mais une fusion des efforts pour qu'on arrive vraiment à aider ce continent qui a longtemps été maltraité, malmené, piétiné, dont la dignité a été mise dans la nouvelle. Raison pour laquelle on doit se donner des coups et travailler dans le bon sens, dans la bonne direction, afin que renaisse. Je l'avais dit, s'il faut brûler ce continent-là, afin qu'il puisse renaître de ses cendres, une nouvelle Afrique digne de son nom avec des hommes courageux et sincères,
patriotiques surtout, et qui ont un esprit d'équipe pour redonner la dignité de l'Afrique à la tout temps perdu. Je pense que c'est le défi aujourd'hui concernant ces réel. Aussi, je n'ai pas oublié votre président mort-vivant Paul Biya qui s'acquitte. Exactement. Mais il oublie que seul le pouvoir de Dieu est éternel sur terre. Mais viendra un jour où il va léguer ce pouvoir-là, qu'il le veuille ou non. Comme je dis, il y a un pouvoir de Dieu qui est éternel. La dictature règne en Afrique. Notre combat, justement, c'est de se battre contre cette tyrannie, contre cette dictature de toute forme qui existe en Afrique. Et l'autre point sur lequel je vais chuter, c'est qu'on doit avoir à l'esprit 3 à 4 choses. Déjà, éliminer tous les accords de défense, de coopération, bref, les accords coloniaux que la France a signés avec nos anciens puissances, mais également procéder à l'Union africaine et bâtir une monnaie commune qu'on appelle une monnaie africaine et qui va nous permettre vraiment de repartir sur de bonnes bases en faisant une concurrence à l'ensemble des puissances riches du monde entier. Voilà le message que je vais lancer. Merci beaucoup, Monsieur Nino. Voilà, donc nous sommes toujours en direct au tribunal sur la page des Jipon officielle qui vous permet de suivre l'événement en ce moment au tribunal. Hein. Donc nous sommes venus soutenir notre frère Ouazoulou, le grand panafricaniste Ouazoulou, qui est vraiment un leader qui essaie de ramener les biens, nos biens que les colons ont ramenés ici en Europe. Il essaie de récupérer ces biens-là et nous sommes bien au tribunal pour l'accompagner, pour le soutenir, afin que justice soit faite. Voilà. Les esclaves qui adorent de ceux qui ne veulent pas vis-à-vis des peuples afro-descendants et africains de Ah, il a fini. Et dans nos habitudes, on parle fort, mais on ne dit pas en sous-marin. Vous ne parlez pas fort, vous faites un masque. Mais il y a des gens qui parlent, c'est dégénère. Non, non, ici, vous voyez, j'avais demandé à ce qu'on fasse un petit pouvoir, puis il se met en place. D'accord. Comme ça, vous le sentir, c'est vous qui nous aussi. Ils sont des guerriers, apporter des guerriers dans l'Afrique. Si vous voulez vous retrouver après pour discuter du résultat de l'audience, je vais vous mettre sur le petit hôtel, la petite place qui est à côté du tramway. Vous serez mieux là, cet endroit-là. Sur la voie publique. Sur la voie publique, vous serez tranquille parce que il y a un périmètre de sécurité à cause des assises, juste devant le parvis. Donc pour discuter, vous serez plus tranquille. Après, je ne suis pas obligé de vous dire ça, je dis ça pour que vous soyez. Non, je sais que ce que vous faites c'est une bonne démarche, parce que avec votre discussion, vous pouvez nous expliquer ce que vous voulez. Mais derrière cette tenue-là, il y a une personne qui est consciente et réfléchie. Mais d'accord. Justement, ben, ce qui se passe là, on est venu ici justement pour vous donner du soutien et un fait qui va être direction. Mais l'exploitation de ce dispositif-là, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? C'est l'intimidation. Tombe dans une cuve. Non, ça c'est l'intimidation. Parce qu'il n'y a pas que ici. À un moment donné, il faut, quand il y a des gens qui s'agissent, comprennent que si jamais ça va plus loin, et on ne connaît pas, ils ne mettent pas des gens réguliers, il faut qu'ils comprennent que si jamais ça dégénère, c'est le point de mettre tout ça. Et on ne connaît pas. Mais avant que je vienne à votre contact, je ne connais pas. Si vous voulez prendre des noms de tout le monde, les pédigrés de tout le monde, non, ils ont pris en bas. Avant de rentrer, ils prennent la carte d'identité de tout le monde. Mais il y a les dangers en bas. Il fallait. Vous n'avez pas la même Ils sont sortis des chars de combat là. Donc on vient vers vous. Visiblement, vous pouvez écouter. Mais ça ne sert à rien d'avoir ce dispositif-là. On n'est pas aux obsèques qu'on fait en permanence pour se donner ensemble. Ou bien des criminels du corps. C'est une personne qui se bat pour au nord, vous le savez. Au fond de vous, vous le savez. Nous ne sommes pas figurés. On peut rester dans les mêmes collègues. Comme Camerounais, je suis ici pour faire assistance à un tribunal. Il y a d'autres personnes qui sont là. Vous avez des gens qui sont des tristesse. Il est important que vous
Ce qu'il faut faire, les États africains demandent, par exemple, moi je parle avec l'ambassadeur du Bénin à l'UNESCO, nous avons mis la vidéo qui soutient les démarches que nous menons en ce moment, c'est-à-dire la société civile. Il faut comprendre que les pays africains, eux, utilisent la voie diplomatique. Mais nous devons aussi utiliser ce que nous sommes en train de faire en ce moment, nous les civils. Et c'est là où nous avons décidé d'aller dans ces musées, d'occuper l'espace médiatique, de poser des actions symboliques politiques pour que le débat soit relancé jusqu'au haut niveau, s'il le faut, à l'ONU, à l'UNESCO, pour accélérer la restitution de ces objets aux pays africains. Okay. Donc à la suite d'Egunchi, du frère Beanza, il y a deux choses. Il y a ce que nous sommes en train de faire là maintenant, qui est éminemment important et pour lesquels nos ancêtres, je suis très sûr, sont fiers. Il y a aussi ce que nos aînés immédiats ont fait. Qu'est-ce que au Zimbabwe ils ont fait? Ils ont fait quelque chose de très simple au Zimbabwe, que tous les pays africains peuvent copier. Première Chimurenga, jusqu'en 1900. Deuxième Chimurenga, la Chimurenga c'est la guerre de libération. Deuxième Chimurenga c'est jusqu'à l'indépendance. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Dès qu'ils ont obtenu l'indépendance, ils ont changé tous les noms coloniaux de villes, de lieux, d'endroits, etc., etc. Autrement dit, la capitale qui s'appelait Salisbury est devenue Harare. Le pays qui s'appelle Rhodésie du Sud est devenu Zimbabwe, donc le domaine des pierres. Pourquoi? Parce que c'était une grande civilisation où on bâtissait en pierre. Les nécropoles, les lieux sacrés, etc. etc. Oui. Voilà. Donc ils l'ont fait. Le Tchad, la capitale du Tchad s'appelait Fort Lamy. C'est devenu N'Djamena. N'est-ce pas? La Guinée équatoriale, l'île de Fernando Po, c'était l'île de Fernando Po, celui qui a donné son nom au Cameroun, qui a appelé le Cameroun Rio dos Cameroun, rivière de province, est devenu Bioko. Bioko. Ça veut dire quoi? Simplement que chaque Africain, et Gunti le dit tout à l'heure qu'on parlait, moi, Zulu et d'autres l'ont dit, la conscience historique, c'est ce que nous a appris Cheikh Anta Diop et Issa Kosseme. En 1906, Issa Kosseme, il a fait un discours à Londres sur la régénération de l'Afrique, ce qu'on appelle la renaissance africaine. Et Cheikh Anta Diop en 1948 a dit ces trois choses: conscience historique, conscience historique, conscience historique, conscience historique. Premier point. Deuxième, c'est le dialogue fécond avec son patrimoine. Tout à l'heure, Beanza parlait, Gunti parlait de Beanza. Dialogue avec son patrimoine. C'est ce que moi je vous fais, ce qu'il évoquait. Et troisièmement, c'est l'action, la création, l'innovation. Trois principes pour la Renaissance africaine, dont l'action. Quand ces frères, on était là, on a toujours été là. Quand on est venu au tribunal, ici, là, pour les soutenir, ils étaient là, on est allé à la prison pour les soutenir. On a dit quoi aux frères? On a dit quoi aux frères? On a dit, écoutez, il y a les bacs plus 29 ici. On a fait l'école. Moi, j'ai fait beaucoup d'études. Beaucoup, j'ai appris beaucoup comme ça. Mais j'ai dit que j'ai un respect éminent pour ceux qui portent l'action. Ceux qui ont pris conscience, ceux qui ont dialogué avec leur patrimoine et ceux qui agissent. J'ai un respect éminent. Et il est de notre devoir, chacun d'entre nous, de soutenir les frères qui agissent. Parce que c'est grâce à l'action dernière de moi, Zulu, au Quai-Branly, qu'on a relancé le débat. Quand Félix Sarr et Bénédicte Savon ont remis le rapport à Macron, c'est devenu de la diplomatie, de la politique. Sinon, ça pourrait faire 50 ans encore. Ça pouvait faire 50 ans encore. Quand Kémy Séba, le frère, on a toutes sortes de divergences, mais on est unis par une seule chose, défendre notre dignité, n'est-ce pas? Quand Kémy s'est engagé pour le CFA, à la suite de beaucoup d'ennemis, même sur le plan universitaire, il y avait des gens qui écrivaient pour le CFA, c'était à l'université. C'est dans les livres, c'est dans les journaux. Mais Kémy a donné de sa personne, a sensibilisé les jeunes. Et le débat, c'est comme ça. Mon frère et Gunti, il y a encore quelqu'un qui est venu m'insulter sur mon dieu, je l'ai chassé. Et Gunti, les gens de valeur et tout ça, qui moquent impunément les Noirs dans ce pays, impunément,
C'est-à-dire qu'on peut tout dire du noir en fait. Tout dire. Mais là, ça évolue. Il y a des gens qui font attention. Tu comprends? Il y a des gens qui font attention. Notre mère qui a le Valois, on n'est pas été là. Maman était là, elle subissait le martyr à le Valois. La mobilisation et la prise de conscience de cette question, n'est-ce pas? Donc, je vous dis que nos frères, tant que nos frères ne comprennent pas que l'action qui est articulée à la pensée, c'est ce qu'il faut. Parce qu'il y en a qui nous méprisent, ils restent à distance, ils sont bien propres sur eux, bien pensants, etc. Ils vont me dire, ils ne font pas de non, la conscience historique, c'est de l'or. Tu peux avoir un bac plus 29, mais comme on dit, science sans conscience n'est que de l'âme. La plupart des Noirs, des Africains ne sont pas conscients. C'est pour ça qu'ils insultent Bundy, c'est pour ça qu'ils insultent Kémy, c'est pour ça qu'ils insultent Thomas et d'autres. Les Français, les Noirs, oui, ils insultent les Noirs. Oui, ils insultent les Noirs. Moi, je venais de dire... Je venais de dire tout à l'heure à un frère Modibo Koné qui venait de m'insulter en direct. Je lui ai dit, frère, comme vous disait tout à l'heure, tu n'es pas obligé d'être là. Non, tu n'es pas obligé. Et je lui ai dit, mais Modibo Koné, moi je te vois tout le temps me parler de l'histoire du prophète Mohamed. Je te parle tout le temps, Seydina Hamza. Je ne t'ai jamais interdit de parler de cette histoire-là. Mais moi je parle de l'histoire de la droite. Parce que l'histoire du prophète Mohamed, c'est l'histoire du prophète Mohamed. C'est une histoire d'Arabie. Ça ne me regarde pas. C'est l'histoire, c'est une partie de l'histoire de l'humanité, mais ça ne me regarde pas. L'histoire qui me regarde, c'est celle de Béhanzin, c'est celle de Njoya, c'est celle du Royaume Congo, c'est celle des Zoulous. C'est ça qui me regarde. Et c'est celle pour laquelle je m'engage. Quand tu parles du prophète Mohamed, oui, quand vous parlez du pharaon dans la Bible, j'ai toujours demandé à mes frères, donnez-moi le nom du pharaon dont vous parlez dans la Bible. Parce que moi, je connais 304 pharaons de 34 dynasties. Depuis la première dynastie de Narmer jusqu'à la dernière. Dites-moi quel est le nom de ce pharaon. Parce que moi, je veux parler avec scientificité de cette question. Dites-moi donc votre histoire. Quand vous voulez parler d'histoire, vous voulez qu'on écoute votre histoire. Mais quand nous, on veut parler de notre histoire, vous ne voulez pas qu'on parle de notre histoire. Vous nous dites qu'on est des victimes. Vous nous dites qu'on est des pleureurs. Finalement, ça veut dire qu'il n'y a pas de confrontation réelle, directe, pour tirer un frère. Confrontation réelle contre qui? Le système. Bon, je vois ce que vous voulez dire. Alors, par rapport à l'histoire, c'est la première fois que vous... Alors, si vous nous suivez, vous voyez que nous sommes en mouvement, comme il vient de dire le frère d'Action, c'est-à-dire nous sommes directement dans la confrontation. Nous allons sur le terrain. Récemment, sur Avignon, il y avait un couple de négrophobes qui faisaient la vie dure, qui faisait la misère en père de famille avec ses enfants. Grâce au déplacement de l'équipe de la LDNA sur place, 3 jours après, cette famille de racistes ont déménagé. Vous voyez? Parce que nous sommes allés en confrontation physique. Mais la différence, c'est que nous n'agressons pas les gens gratuitement. Nous ne sommes pas dans une violence gratuite. Nous sommes dans l'autodéfense. Vous comprenez? Nous venons, à la base, c'est toujours pour dialoguer, discuter. Mais si vous utilisez la force, on utilisera la force. Vous comprenez? On ne peut pas être miséricordieux avec nos ennemis. Même les policiers qui sont là, si vous ne les agressez pas, ils ne vont pas vous agresser. Mais si vous les agressez, ils vont vous agresser. C'est pour cela que moi je dis, si je suis devant un policier, dès l'instant que le policier utilise la violence contre moi, je n'attends pas d'aller devant la justice pour obtenir justice. Je veux me défendre. Parce que quoi qu'il arrive, je sais que je serai perdant, même si je ne me défends pas, s'il m'agresse, s'il me tape dessus, devant la justice. Vous comprenez? Mais toujours proportionnel à l'agression. C'est très important. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, on a besoin des frères comme vous. Il ne faut plus rester derrière. Ça veut dire que dès qu'on lance un appel, même si on est 3, nous on a remporté des combats, des victoires. On était à peine 5 ou 3. Ce n'est pas le nombre qui fait la force. Hein. C'est la détermination qui compte. Moi, je préfère avoir la minorité de masse déterminée que la majorité de masse bras cassés. C'est clair. Vous voyez, on peut avoir 10 000 hommes, mais si ces 10 000 hommes sont des bras cassés, ça ne sert strictement à rien.
Mais on peut avoir 300 hommes qui sont capables de vaincre toute une armée. Et nous l'avons vu dans l'histoire. Nous l'avons vu en Haïti. À Saint-Domingue, à Saint-Domingue, nous l'avons vu. Chez les Nègres marrons. Le seul endroit où il n'y a pas eu une révolution directe, une confrontation directe, où à chaque fois les leaders étaient assassinés, c'est en Afrique par exemple. Vous voyez? C'est pour ça qu'aujourd'hui l'indépendance que nous possédons dans nos pays en Afrique, c'est une indépendance sous surveillance de la politique française. Parce que De Gaulle ne voulait pas d'indépendance. Et à chaque fois que les pays se révoltaient, en échange, ils donnaient l'indépendance, mais imposaient des accords. Les 4 accords, c'est-à-dire économique, défense, politique, culturelle. C'est pas aussi à cause de notre dépendance industrielle et... Non, on ne peut pas être... on n'a pas de dépendance industrielle parce que nous, les Africains, aujourd'hui, ce qu'ils appellent l'écologie bio, nous, c'est notre mode de vie. Eux se moquaient de nous parce qu'on n'allait pas détruire pour construire des châteaux en pierre. Parce que nous ne sommes pas... L'Africain, de base, n'est pas dans une quête de la mégalomanie. Vous comprenez, l'objectif de l'Africain, avant l'arrivée des Européens en Afrique, ce n'était pas d'aller construire des châteaux sur la mer. Ce n'était pas de raser des forêts et construire des châteaux, mais respecter la nature. Ça veut dire qu'ils prenaient seulement... Et quand il le faisait, mon frère Béhanzin, quand on construisait, quand on bâtissait comme Imhotep, qu'est-ce qu'on faisait? D'abord, la pierre, on la prenait où? On la prélevait dans des endroits bien précis. Bien précis. Quand on a construit à Gizeh, sur le plateau de Gizeh, donc Khéops, Mykérinos, entre autres Gizeh, où il y a le sphinx à qui on a cassé le nez parce qu'il était aussi gros, plus gros que le mien, c'était en suivant les astres. Parce que nos ancêtres là-bas étaient des astronomes. C'est les premiers scientifiques en matière d'études des astres. Donc c'est des alignements. Il n'y a aucune construction au Soudan actuel, en Égypte actuelle, qui ne respecte pas un certain nombre de principes. Voilà. Beaucoup de personnes. C'est ça que je parle de Soudan. C'est pour ça que c'était pour enrichir ce que notre frère dit. Aujourd'hui, on parle de réchauffement climatique. Voilà. La planète est catastrophée parce qu'on a prélevé de manière sauvage pour satisfaire la mégalomanie de l'individu et l'individualisme de l'individu, l'égoïsme de l'individu. C'est ce que je dénonçais il y a quelques jours quand j'ai fait un post en parlant de la déforestation de nos forêts en Afrique. Nous parlons des combats contre le franc CFA économique, mais Côte d'Ivoire a perdu sa forêt. qu'en Afrique, s'il y a d'autres combats, chaque année, c'est plus d'1 million d'Africains qui meurent de maladies sorties du Moyen-Âge, dont les médicaments, les produits sont là, ici en Europe. Vous comprenez? La déforestation en Afrique, c'est un fléau. Les Amérindiens, eux, arrivent encore à se battre, à se défendre contre cela. Mais nous, on ne le fait pas. Nous avons du bois, de tout, mais nos enfants, nos écoles sont vides. Il n'y a pas de banc. Les enfants étudient à même le sol. Et ces bois fabriquent le bois des meubles, fabriquent des meubles dans leurs maisons de luxe, etc. Aujourd'hui, ils disent l'écologie. Mais c'est notre mode de vie, c'est le nouveau paradigme de l'Occident. Vivre comme nous, préserver la nature. Voilà. Mais aujourd'hui, vivre en harmonie avec la nature. Aujourd'hui, maintenant, l'Africain, lui, il veut faire l'inverse. Pourquoi? Parce que vous allez en Afrique, les télés, c'est capté par les trucs, les centres commerciaux. Ils ne regardent que ça toute la journée. Centres commerciaux. Et pour eux, l'Europe s'arrête à tout ce qui est le luxe. France, c'est Saint-Tropez, c'est Marseille, c'est la belle vie. Ils ne savent pas qu'en France, c'est le champagne. Plus de 6 millions de Français ont du mal à se nourrir chaque jour. Donc maintenant, cette réalité-là, c'est à nous d'exposer tout cela au peuple. Moi, j'étais au Mali, je suis venu ce matin, je suis arrivé à 6 h du matin. Les services de renseignement sont venus me cueillir à mon arrivée. Ils m'ont arrêté et je dénonçais. Vous savez qu'en Afrique, l'essence consommée par la population sur place africaine est 2 fois plus toxique que les hydrocarbures consommés en Europe. Et ça, c'est les multinationales comme Total, tout ça qui sont responsables. Vous allez vérifier, vous allez voir ces études-là. Donc, à un moment, avant, il y avait des maladies qui n'existaient pas en Afrique, aujourd'hui qui existent en Afrique. Je suis presque 1 mois en Afrique. J'apprends des morts dues aux AVC. Vous imaginez un pays où il fait 50 degrés, les gens meurent des AVC, tout simplement parce que nous délaissons le lait que localement
produits avec qualité pour consommer des laits frelatés envoyés par l'Europe en Afrique. C'est-à-dire notre mode d'alimentation, tout a changé aujourd'hui. Et nous devons prendre conscience de cela. Et c'est pour cela que nous nous battons. Nous ne battons pas contre des gens parce qu'ils ne sont pas noirs. Ils ne sont pas dans cette optique-là. On se bat pour dire que dorénavant, ça suffit. Il faut respecter les gens que nous sommes. Mais nous ne nous battons pas pour que les gens nous aiment. Vous comprenez? C'est très important. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais. On est là jusqu'à la gare. Bien sûr, bien sûr. Il faut toujours sensibiliser. Toujours répéter, sensibiliser, toujours vous voyez répéter. dans les églises tous les dimanches. On ne le dira jamais assez. Voilà, répète toujours. Présentement, le procès qui est en train de se dérouler. Et on ne sait pas quelle heure il a parti. Non, il est en cours. Regarde, Egunchi, regarde. Tu as vu? Oh, ouais. 18e. D'après, donc c'est juste pour dire, pour finir ce direct, que nous envoyons nos salutations, parce que moi, tout le monde le sait, je n'oublie personne dans la vie que nous menons. Et aujourd'hui, aux Antilles, en Martinique, en Guadeloupe, on va commencer par la Guadeloupe, il n'y a même pas d'eau potable en Guadeloupe, en Martinique. Et en Martinique, il y a un empoisonnement au chlordécone. La Martinique détient le taux de cancer de la prostate au monde et en Europe à cause du chlordécone. Aujourd'hui, en notre nom, pour polluer. Et encore, on est encore à des années de lumière de la conscientisation de l'homme. Nous demandons des réparations liées au crime. Moi, je parle. Que subissent le mépris des afro-descendants aux Antilles. Parce que les défis Quelques-uns ont été mais si tout le monde avait été calme, je vais participer sur les Il faut savoir que depuis ce n'est pas qu'une histoire familiale. Ils ne vont jamais vouloir, ça c'est le procès de la donc ils ne vont pas vouloir, ils ne voudront pas. Ils ont cherché des mécanismes pour que les choses ne soient pas dévoilées de manière correcte. Bon, parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait, ils savent ce qui s'est passé et la plupart des médias finissent par les manipuler, c'est très souvent des politiques qui sont derrière certains médias. Donc le but c'est pas que les médias exposent ce qui se passe, au contraire c'est que les médias pervertissent la vérité de ce qui est en train de se passer au profit des politiques qui sont ici. Ça, nous ne sommes pas bêtes. Ah oui, nous ne sommes pas bêtes. Ça fait des années que ça dure. Cette restitution-là, les médias sont au courant depuis longtemps. Comme le génocide qui se passe au Congo, vous êtes au courant depuis longtemps, mais les médias ne bougent pas. Et pourtant, vous avez certainement des serments que vous prêtez. Vous travaillez pour la population, vous avez certainement une idéologie, mais vous ne faites rien pour ça. Quand le gouvernement massacre les gens en RDC, on fait des rapports mapping, l'ONU fait des rapports, on met les rapports en dessous, on sait qui tue, on sait qui massacre, mais on reçoit les voleurs ici et les journalistes vont couvrir l'événement comme si rien n'était. Non, c'est pas un bon métier, il faut choisir l'honneur. Il faut choisir l'honneur. Parce que ce qu'on fait aujourd'hui, ce qu'on dit aujourd'hui, les actes qu'on pose aujourd'hui, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'après vous, il y a vos enfants qui viendront, ainsi que vos petits-enfants. Donc si vos enfants payez ce que vous avez fait, vous comprenez ce que je veux dire? Donc il faut voir cette histoire de génération en génération, il ne faut pas la voir seulement maintenant. Parce qu'aujourd'hui, les gens ils viennent crier ici. Nos enfants, ils ne crieront pas, ils vont tout casser, hein, nos enfants. Nos enfants vont tout casser, hein. Et vous allez faire d'eux des bombes humaines. Donc, tu vois, chaque souffrance, ça va éclater. Ça sera plus, on va négocier. Ça sera que. Ils vont tout casser. Et là, vous ne pourrez plus arrêter ça. Ils vont vous mettre par terre. Donc, même vous-même, en tant que journaliste, en tant que peuple français, vous avez un devoir d'informer la population pour ne pas que le jour où ça va barder, il ne faudra pas que
que les enfants disent que ah mais nous on ne savait pas, les parents nous ont rien dit. Ah non, c'est votre responsabilité d'avertir nos enfants. Comme nous, on avertit nos enfants, on dit à nos enfants, ce sont nos biens, vous avez le droit de les prendre. Vous aussi, vous devez dire à vos enfants, eh ben vos ancêtres, ils ont fait ça, c'était pas glorieux, voilà, maintenant il faut arranger. Si vous n'arrangez pas, nos enfants vont se charger de ça. Exactement. Et ça, franchement, croyez-nous, la plupart de nos enfants sont nés ici. Vous aurez beaucoup de mal à les retenir. Beaucoup de mal à les retenir. Parce que la police, ils n'en ont pas peur. Exactement. Ah oui, je l'ai vu hier. Et putain, c'est la dernière fois que tu je le vois, j'arrive, je suis pas honnête. Et après, c'est pas. C'est une impression ou quoi? Ouais, non, Mais on ne savait pas du tout. Vu le nombre de personnes qui étaient rentrées par cette porte, on ne savait pas que c'était complet. On pensait que c'était le message universel. Alors s'il y a des gens qui rentrent ici par derrière, ah non, la fixe. c'est là. Je dis moi Zoulou nous en dira plus à sa sortie. Exactement. Si c'était vraiment bien complet ou pas. Donc c'est pour... Excusez-moi, vous êtes sur la page TJ.Remi Mono officielle. Vous êtes venu au tribunal ce matin pour quelle raison? Pour entendre l'audience de Moizoulou tout simplement et savoir ce que la France allait dire finalement pour sa défense. Et comprendre où est-ce que cette histoire peut aller et quelles sont les conditions je sais pas, politiques, mentales de la France en ce moment vis-à-vis de ces sujets brûlants qui sont d'une gravité énorme. Est-ce que vous trouvez normal le silence de la France et des Européens face à cette situation? Si vous voulez, je pense en tant que personne que le silence, c'est pas bon lorsqu'on a des choses à expliquer. Donc on doit revenir sur son histoire, l'histoire de la France. La France et les Français doivent prendre conscience de l'histoire qui est la leur, qu'ils n'ont pas choisi forcément, mais qui est la leur. Et avoir conscience de ça, intégrer ça et comprendre que, aussi du point de vue spirituel, on est tous ensemble. On est ensemble. Donc c'est pas la peine de juger les uns et les autres comme différents. On est ensemble, on a une histoire commune, donc il faut avancer ensemble. Il n'y a pas avoir des secrets polichinelles, c'est en réalité qui mène seulement à un non-dit ou des problèmes psychologiques. Tout à fait. Ok. Ouais, je vous remercie. Alors, Tondele. Alors, Madame Tondele, vous êtes au tribunal ce matin pour quelle raison? Soutenir déjà la démarche de Moizoulou. Je me sens concernée, bien que je n'agis pas, je suis aussi active que lui. Mais bon, c'est aussi c'est une contribution de ma part en fait. C'est un éveil personnel pour moi, conscientisation. C'est pas seulement de l'objet. Pour moi, c'est aussi de la spiritualité africaine. C'est pas grave. Un État français, je dis bien l'État français, pas les Français, faire la part des choses. Tout à fait. L'État français a commis des actions dans le passé qui ne rapportent
Et beaucoup de citoyens français ne connaissent pas ces histoires-là. Et c'est pour ça aussi qu'il était intéressant. Moi, je pense que s'il y avait eu un peu plus des Français du terroir qui étaient présents aussi, ça leur permet aussi de comprendre pourquoi il y a autant de véhémence et d'émotion de la population africaine. Parce que c'est pas seulement une histoire ou un objet, ça représente quelque chose pour le peuple. Et on a été privé aussi de ce patrimoine-là nous-mêmes en tant qu'Africains, en connaissant le sens, la spiritualité. Ici, c'est une distraction quand on va au musée, mais il faut savoir que pour les Africains, c'est pas une distraction. Ça va au-delà de la distraction. Donc, être là, c'est participer, être dans l'éveil, dans la conscientisation des peuples et aussi pour nos ancêtres. Parce que maintenant, la jeunesse africaine prend conscience qu'il faut qu'on rende hommage aux ancêtres. Et quelque part, la démarche de Wazoulou, c'est aussi une connexion avec nos ancêtres, faire basculer un peu les choses. Mais ça ne se fera pas tout seul. Ça se fera aussi avec la population française, qui apprennent acte de leur vraie histoire de ce vol et de ce pillage. Raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. Bien, je vous remercie. Je vous en prie. À tout à l'heure. C'est l'Afrique qui gagne. Bonjour. On est debout, hein. Encore. Voilà, je suis en train de vous faire vivre cet événement ce matin au tribunal de Paris, porte de Clichy. J'aimerais bien avoir des avocats Allô? Oui, Marissa? Voilà, nous sommes en direct, toujours au tribunal. Wazoulou est toujours en audience. Donc nous attendons la fin de l'audience. Nous le soutenons jusqu'à la gare. Voilà. Si vous voulez rester connectés, restez connectés. Nous sommes ensemble jusqu'à la gare. Il y a beaucoup de langues. Dans ça, et les familles, comment leur Dior et tout, on fait ça. Et les gens sont contents. Donc en fait, on a ce combat est lié d'abord au déficit et à l'absence de conscience. Les institutions ne sont même pas et le système médical est contrôlé. Voilà ce qu'on a. La solution c'est un combat. Les manuels scolaires, c'est je veux même dire que il y a un petit conseiller qui s'appelle Simon. Quand ils sont venus, il a dit ok, il n'y a pas de problème. Ce que vous me dites là, de la Bible là, moi, il y a Nzamba, il y a Nzambé, il y a ce qu'on a connu avant. C'est-à-dire que l'un, le Dieu qui a créé la terre, tout ça, qui est présent partout dans les histoires. Parce que la différence que nous avons avec les autres, c'est l'un et les multiples. Dieu en toi, en chacun de nous, dans ton cœur, partout. Partout. Ce n'est pas une sorte de Dieu qui est assis sur un trône avec son fils blanc, voilà, avec son fils blanc qui est à sa droite et sa mère que tu as, avec qui tu as fait l'amour pour la voir, puisque Marie, c'est avec Dieu qu'elle a fait. Jésus est là, nous aussi, la femme. Ça, c'est un Dieu. Voilà. Donc Marie a fait l'enfant. Oui, non, Marie, l'enfant de Marie, il est né de quoi? Oui, il n'est pas né de Joseph. On dit que elle était vierge. Immaculée conception. Oui. Donc, c'est comme Adam et Ève. Moi, je demande toujours aux frères que raisonnons. Ma soeur, raisonnons techniquement. Adam et Ève, c'est les premiers hommes, n'est-ce pas? Ils avaient des enfants, Abel, Caïn, Seth, tout ça.
Les enfants de Abel et Caïn, on a tué l'un. On a tué Caïn. Abel a tué Caïn a tué Abel. Bon. Caïn a fait l'enfant avec sa mère. Il a couché avec sa mère. C'est-à-dire que l'enfant de Caïn est né de qui? Puisqu'il y a Adam et Ève, il y a leurs enfants. Ceux qui sont nés après sont bien comment? Donc ça veut dire qu'il a couché avec sa mère. Parce qu'il n'y avait pas d'autre femme. La seule femme, c'était Ève. La seule femme, c'était Ève. Il a donc... Dans ton sens, quand tu vois déjà la naissance, la création d'Adam et Ève, ça date de 6000 ans. 6000. Si tu calcules, là, tu calcules, ça fait 6000 ans. Là, à côté. Doumi Fakoli l'a dit dans son livre. Là, à côté. Donc c'est à côté. Alors que l'or de Shango a été découvert en moins 25 000. Le départ de Homo sapiens en Afrique, c'est il y a 300 ans. Comme ils étaient un peu éloignés de l'Empire, c'est eux, ils devaient attaquer directement, ils ont génocidé après. Donc, mais bon, le problème c'est quoi? Comme on l'a dit, ça fait partie de notre succès. Mais ça, c'est des légendes ou des trucs. C'est pas ce combat est douloureux. Il est très dans la mesure où tu dois abandonner la famille, parce que la famille sont tous contaminés. Donc la famille africaine contaminée, tous les religieux contaminés, tous les politiques contaminés, le système éducatif contaminé. Donc franchement, c'est un combat très difficile, horrible pour les gens. Et il n'y a que les Africains qui souffrent de ce combat-là. Parce que toi, quand on nous fait des procès en universalisme, je dis, mais écoutez, moi je m'appelle Abdelaziz, prénom arabe, yéménite, libanais. Attends, toi tu t'appelles Erwan, prénom breton. Lui il s'appelle lui, le divin, prénom franc, germanique. L'autre il s'appelle Eric, prénom scandinave. Qui est donc plus universel? Est-ce que tu as déjà vu un Français blanc avoir un nom africain? Non. Unguessan, ça n'existe pas. Est-ce que tu as déjà vu? Pire, les Français sont partis de France. Les Français, 1685, Louis XIV révoque l'édit de Nantes. Donc il y avait un roi Henri IV qui a fait un édit de tolérance religieuse. Il a dit, ok, les protestants et les catholiques qui sont en train de se tuer là, de se décapiter, ils vont vivre ensemble, ils vont se tolérer. Donc on a aménagé. Mais les protestants n'avaient pas le droit d'aller où il y a les catholiques. Mais il n'y a plus de guerre. Louis XIV arrive, en 1685, il révoque l'édit de Nantes. Donc on abolit la tolérance religieuse, on commence la persécution des protestants. Les Français, 200 à 500 000, les Huguenots partent de France. 200 000. Et tu sais où ils se retrouvent? Ils se retrouvent au Cap, en Afrique du Sud. Parce que les Hollandais et les Anglais, ils sont déjà, ils guettent le Cap. Et qu'est-ce qu'ils font là-bas? Tu sais ce qu'ils font? Ils reproduisent exactement les noms de leur village dans le Vaucluse, en Picardie, à Chamonix. Quand tu arrives au Cap, hein, en Afrique du Sud, tu sais comment on appelle les villes? Chamonix, Picardie, La Motte, Aigle, Lourmarin. Oui. Et leur nom, c'est quoi? Malam, Terre Blanche. C'est les pires de l'apartheid, c'est Eugène Terre Blanche. Et Marcus Malam, qui violait les petites filles noires et tout ça, c'est les descendants du Gonesse. Et leur nom, c'est quoi? De Villiers, du Toit, Leroux, du Plessis. En Afrique du Sud, au Cap. Les Huguenots, c'est qu'ils font le vin sud-africain. Le vin sud-africain, comme voilà, c'est les Huguenots français. Ils sont là-bas, en Afrique du Sud. La ville s'appelle Chamonix-Picardie. La Victoria. Au Cameroun, le barrage, le fleuve s'appelle Nachtigal, au Cameroun. Donc tu as les Camerounais là qui portent les cravates là, ils sont dans leur pays. Le fleuve de leurs ancêtres s'appelle Nachtigal. Un blanc, voleur, bandit, est venu signer des accords avec des rois locaux. Et il a donné le nom au fleuve. Brazzaville, un autre bandit qu'on a transformé en héros, en bienfaiteur. Nkuna, Nkuna est devenu Brazzaville. Nkuna est devenu Brazzaville. On lui a fait un mausolée à Brazzaville. C'est dit que mais moi je suis congolais, je brûle les bêtises, je te jure, le matin on voit le mausolée, la brûler. C'est un sacrilège. Sur les mon frère, sur les terres du royaume Congo, à l'est de l'Afrique du Sud, là que tu vois là, jusqu'aux confins du Cameroun, là, le royaume Congo, c'était des royaumes immenses, fédéralistes. C'est ce qu'on oublie de dire, fédéralistes. Des empires fédéralistes. Donc, on a une histoire que personne ne sait, on n'apprend pas ça à l'école. Et nous, on est là chaque fois que tu évoques des choses, on te dit que le pharaon, j'ai toujours demandé aux gens de ma famille, ou bien d'autres, je dis que quel est le nom du pharaon dont tu parles?
Il y a eu 34 dynasties en Égypte, 304 pharaons. Est-ce que c'est l'ancien empire? Est-ce que c'est le moyen empire? Est-ce que c'est le nouvel empire? Est-ce que c'est la basse époque? Est-ce que c'est la première période intermédiaire? Est-ce que c'est la deuxième? Est-ce que c'est la troisième? À quel moment? Est-ce que c'est sous Narmer? Est-ce que c'est sous Atutet? Est-ce que c'est sous Aménophis IV? Est-ce que c'est les Ramessides? Dis-moi à quel moment? De Ptolémée, tout ça. Parce que ça, c'est déjà les envahisseurs. Les Ptolémées, ça, c'est déjà après le sac des Assyriens, il y a les Perses, il y a les Grecs, et il y a les Romains, et enfin les Arabes, en 642. Dis-moi à quel moment pour la science, c'est pas le machin, dis-moi à quel moment. Donc c'est pour ça que j'étais d'accord avec toi quand tu disais qu'on souffre dans nos familles, parce qu'on ne peut pas discuter de ces questions. Les gens posent des questions. Je leur ai dit, écoutez, la Bible et le Coran ne sont pas les éléments déterminants de l'histoire du monde. Ce sont les éléments théologiques et religieux de religion bien précis, qui s'appellent l'islam et le christianisme, et donc héritier du judaïsme. Ça n'a rien à voir avec l'histoire de tout le monde. C'est ta croyance, c'est ta foi, c'est l'histoire de ton prophète. Voilà, il n'y a rien, aucune. Ça n'existe pas. Ils ont fait ce qu'on appelle du concordisme pour attacher les éléments bibliques et coraniques à la science, en disant qu'on avait déjà anticipé ça. Je dis que on estime que le Coran, c'est le Coran. Que toi, ta science, là, tu vois, il y avait des gens qui avaient déjà cet esprit scientifique avant ta religion. On dit pas des révélations, là, la révélation, c'est quelque chose de nouveau. Oui, les 10 commandements, c'est les 42 principes de la Bible. C'est-à-dire que quand tu Moïse vers les 10 commandements, il y a déjà sur les pierres en Égypte les 42 commandements que l'homme vit. Donc, cette histoire de 10 commandements de Moïse, laisse-moi d'abord ça à côté. Donc, c'est antérieur, c'est postérieur à quelque chose. Deuxièmement, tous les principes, nous en Afrique, quand tu vas à Alexandrie, quand tu vas à Héliopolis, quand tu vas là-bas au Soudan, dans le Darfour, tu vois, c'est gravé sur la pierre les textes des pyramides, les textes des sarcophages, le livre des deux chemins, le livre des morts, le livre des respirations, le livre du jour, de la nuit, tout ça, les règles religieuses, les premiers livres religieux de l'histoire de l'humanité. On parler de quoi? Soit on dit que vous voulez nous apprendre une histoire mythologique des Juifs, il y a des Arabes qui ont l'histoire de tout le monde, soit on met les cartes sur la table, on dit qu'à 500 km du Cameroun, il y avait quoi? Le Soudan à 500 km du Cameroun. Le Soudan à 500 km du Cameroun. Oui, mais oui, n'a pas à faire. C'est le Darfour. Hein. C'est le Darfour. La Nubie, tout ça, c'est ça. Je dis, mais soit on se met à étudier l'histoire de notre continent, nous arrivons de nous ramener. On dit que Marie est venue et qu'on a vu Marie à Simalé. Et tout le monde se met à aller là-bas. Je dis, mais vous avez vu une femme de on dit qu'il y a l'apparition de Marie dans une ville du Cameroun Simalé, que Marie est arrivée. Et tout le monde s'est levé pour aller là-bas. Et payer pour aller. Payer, il paye. Aïe! Oui. On organise même des séjours. Oui, des séjours. Les pèlerinages Marie. Tu dis que mais c'est comment? Oui. Un bandit blanc est allé au Kenya. On a dit que c'est Jésus. Au Congo, au Kenya, c'est à Kinshasa. Et à Nairobi, on a dit que c'est Jésus. Il avait la barbe, il avait les longs cheveux, et les gens se sont mis à les enfants. On touchait, les enfants se sont mis à pleurer. Qu'est-ce qui nous arrive? Et moi, depuis que je parle à l'écrit, je suis ça fait des années que ces gens vivent ça. Parce que si ils sont dans cette religion, c'est pas comme ça que ça va. C'est ce travail-là. Vous faites là, et d'où il faut tenir bon. Il faut en parler de tout chez la chose le plus importante, l'église, il faut fermer toutes les églises. Ah, surtout les charlatans là, au Congo, là, il y en a trop. Mais au Congo, mais tu sais, j'ai mon coiffeur, mon coiffeur nigérien, il dit que ça fait 6 ans qu'il ne parle plus avec son père. Parce que le type venait à Saint-Denis, c'est un Nigérien. Pour le toucher, il fallait 50 €. Hein? Mais le pasteur, pour le toucher, il a dit à son père que non, c'est une escroc. Pour le toucher, il fallait 50 €. N'importe quoi. Pour qu'il te parle 100 €. En fait, tu as vu la croix du pape? Oui. Tu vois la croix dessus? Non. Le pasteur fonce avec la Tu as Osiris dessus. Ah oui, bien sûr. Tu as déjà vu ça? Oui, D'accord. Puis la croix du pape. Qui a Osiris dessus. Oussaré, tous les Africains, c'est la religion d'Osiris en fait. Parce que nous, on nous a dit, parce qu'ils ne comprennent pas comment on a un peuple. Le matin, ils font ça, la nuit, ils font... Non, mais
Ils nous interdisent les crânes. Mais eux, ils ont les reliques des saints, les crânes des saints au Vatican. Je ne comprends pas. Ils sont venus détruire. Au Cameroun, le seul peuple, n'est-ce pas, le seul peuple qui a conservé le lien avec les ancêtres, c'est que nos ancêtres considéraient comme le lien avec la création, c'est les David. On est nombreux, hein. Comment un Mongolien comme ça, regarde, il va venir me dire un coup, moi c'est grave. Bien. Écoutez, les fanats de J.Remy Ngono officiel et des fourmis Magnan, le roi des fourmis Magnan sera bientôt avec vous. Donc je vais vous inviter à vous connecter massivement sur la page des Amazones officielles. Je vais vous faire vivre l'événement depuis la page des Amazones de France officielle. Je vous reviens sur la page des J.Remy Ngono officiel et des fourmis Magnan quand le verdict sera donné. Donc quand Ouazzoulou va sortir du tribunal, je me reconnecterai sur la page de J.Remy Ngono et des fourmis Magnan. D'accord? Donc connectez-vous massivement sur la page des Amazones de France officielle. Je vais lancer le direct tout de suite sur la page des Amazones de France officielle pour vous permettre de vivre, de continuer à vivre l'événement avec moi. Je vous aime. À tout de suite. Merci.